Ici Mathieu Hodgson, éditeur du Jardinier paresseux. Dans ce balado, je prends le temps de discuter avec des personnes qui consacrent leur vie aux plantes et aux vivants pour parler de leur parcours, de leurs expériences et de ce qui les anime. L'objectif est simple, prendre le temps de mieux comprendre celles et ceux qui consacrent leur travail et leur passion au monde végétal et apprendre de leur regard. Cet épisode est présenté par Gloco, une entreprise québécoise fondée en 1919 qui se spécialise dans les semences de gazon, ainsi que des engrais et des composts biologiques adaptés à notre climat, dont les gammes herbioniques et bioniques, conçues pour jardiner tout en respectant la biodiversité. Bonne écoute. Depuis près de 2 décennies, Lynn Bellemare consacre son travail à la sauvegarde des semences patrimoniales, des variétés transmises de génération en génération qui portent en elles une part de notre mémoire collective. Semencière artisanale et fondatrice de l'entreprise Terre Promise, elle est notamment l'autrice de Terre Promise, l'art de produire ses propres semences, paru aux éditions Québec-Amérique. Elle récidive aujourd'hui avec Cultiver la mémoire, les belles histoires de nos végétaux menacés. Un ouvrage à la croisée du récit, de l'histoire et de l'horticulture, dans lequel elle redonne vie à des variétés anciennes à travers les humains qui les ont portées, transmises et parfois sauvées de l'oubli. Lynn, bienvenue au balado. Merci. Si je comprends bien, ton aventure dans le monde des semences patrimoniales commence dans un jardin communautaire à Montréal. Mais j'aimerais ça qu'on remonte un petit peu plus dans le temps. Comme moi puis beaucoup de jardiniers, j'imagine que tu as été initié à la nature, au jardinage, quelque part dans ta jeunesse. Bien, en fait, quand j'étais jeune, mes parents m'amenaient souvent en campagne. Moi, j'avais une arrière-grand-mère qui avait une ancienne ferme qui était déjà, à l'âge où j'y allais, là, vraiment fermée. Là. Il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait plus rien. Les champs étaient loués pour du maïs industriel, mais je jouais dans la nature, je me promenais là-bas. Nos week-ends étaient aller à la campagne. J'adorais ça. Mais côté jardinage, mes parents en faisaient pas tant que ça. On avait un petit plant de fraises, on avait quelques petits haricots. C'est vraiment par moi-même, là, en grandissant, que j'ai fait... Bien, écoute, je vais le dire. J'allais jouer dans un champ de maïs. OK, oui, là, tu vois, ça me revient. Mes parents me cherchaient tout le temps. Au lieu, moi, de jouer dans le parc à côté, je me poussais dans le champ de maïs, puis je jouais à cachette avec mes amis là-dedans. Je ramassais des petites fleurs, je ramassais des petites affaires. Mes parents étaient comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? » Puis finalement, plus tard, je ne me suis pas du tout enlignée dans un métier comme ça. Je me suis enlignée pour être interprète en langue des signes pour les personnes sourdes. Puis ça a été mon travail pendant longtemps. Mais je me rendais compte que tout l'hiver, pendant que j'interprétais, je me posais les questions dans ma tête. « Hey, ça prendrait combien de choux pour nourrir une famille? Combien de navets je pourrais planter? » Puis je veux dire, je faisais ça tout l'hiver jusqu'au printemps, où là, je me suis loué un petit jardin communautaire, puis j'ai vraiment commencé là-dedans. On est en 2007 dans ce coin-là. Tu as un petit jardin communautaire, une petite place dans un jardin communautaire à Montréal. C'est là que tu commences là, vraiment à jardiner. Fait que là, tu n'avais pas beaucoup d'expérience là, rendu là? J'avais zéro expérience. Je savais comment planter des haricots parce que ma mère le faisait, puis c'est pas mal tout. Puis j'ai commencé à faire des essais. Puis c'est un grand jardin, là, c'était 350 jardiniers, fait qu'il y avait beaucoup de monde, on pouvait poser des questions, il y a des gens qui me donnaient des affaires. Mais vite, je me suis rendu compte que j'étais vraiment mauvaise pour le désherbage. Il fallait que je trouve des solutions là, pour désherber ça. Surtout qu'après ça, j'ai eu des enfants, puis ça prend beaucoup de temps. C'est là que j'ai fait des expérimentations. Tu as eu des conflits un petit peu, des mésententes là, au jardin communautaire, ça a l'air. Oui, j'ai été vraiment déclarée persona non grata des jardins communautaires de Montréal. Puis en fait, c'est ça qui m'a lancée à faire ma propre entreprise parce que justement, pour désherber, je me suis dit, je vais mettre du copeau de bois. C'était pas assez propre, c'était pas assez bien découpé. Puis je me disais, un rutabaga, est où la graine là-dedans? Fait que là, je me disais, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est la 2e année. Fait que je me dis, oui, mais si la graine, elle pousse, puis elle tombe, elle fait-tu un rutabaga tout de suite? Ou elle meurt? Hey, là, toutes ces questions-là, là,
Je demandais à toutes les personnes âgées du jardin, puis personne n'était capable de me répondre. Fait que puis dans ce temps-là, ben, tu sais, Google et ChatGPT n'étaient pas... Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a lancé, là, c'est ma curiosité. Quand est-ce que c'est devenu important pour toi, les semences patrimoniales? Pas juste de reproduire des plantes, là, mais vraiment les semences patrimoniales. Encore là, c'est au jardin communautaire, j'avais planté des haricots hybrides, jaunes, là, achetés dans une grande surface. Puis j'ai essayé de récolter mes semences parce que j'avais pas beaucoup de sous, justement. Fait que je me suis dit, hey, moi, les récolter, puis je vais les replanter. Mais ça n'a pas marché. Puis là, je disais, mais voyons donc. Puis je me suis mis à chercher, puis je suis tombée sur Semences du patrimoine Canada, qui est un organisme pan-canadien, puis qui expliquait, eux, que tu ne pouvais pas prendre des hybrides pour faire tes propres semences. Fait que je me suis mis à lire, puis tout ça, puis j'ai fait... Et comme l'interprétation, la traduction, ben, c'était dans mes cordes, je leur ai proposé de traduire leur texte de l'anglais au français pour que ça soit disponible au Québec. Ouais. Puis c'est là que j'ai compris qu'il fallait utiliser des semences plus patrimoniales, à pollinisation libre, bref, des semences reproductibles. J'ai fait « Ah, OK. » Mais là, moi, je rentrais dans une roue qui finissait plus, là. Je traduisais leur texte, je me rendais compte de l'hécatombe qu'on est en train de faire avec les semences, de la perte de la biodiversité, tout ça. Fait que c'est vraiment là que j'ai fait « Non. Faut faire quelque chose. » Puis, ben, je me suis fait mettre en même temps dehors du jardin communautaire parce que je faisais pousser des graines. Fait qu'on m'avait dit, c'est pas un jardin de graines, c'est un jardin de légumes. Fait que, hey, j'ai pleuré ma vie. J'étais là, tu sais, ma vie venait de finir. Puis je me suis dit, voyons, c'est juste un jardin communautaire, mais c'est là que j'ai compris que c'était vraiment ma passion. Tu as été impliqué pendant longtemps là, avec Semences du patrimoine Canada. Oui. J'étais leur représentante au Québec. Je m'occupais du volet francophone, puis je traduisais les textes, tous les textes, oui. C'est à quel moment tu t'es dit, là, il faut que je parte ma propre entreprise? Tu sais, officiellement, là, que ça soit une business, pas juste un passe-temps. Bien, c'est suite justement à cette mise à pied du jardin que là, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui allait suivre une formation en permaculture. Puis là, comme j'étais désœuvrée tout l'été, j'ai dit, hey, je vais y aller. Fait que pendant les 2 semaines, j'ai pas écouté le cours. J'ai créé Terre Promise. J'ai écrit dans un livre pendant 2 semaines tout ce que ça prendrait, qu'est-ce qu'il faudrait, combien de choux ça prend pour faire des graines, nanana. Et là, mais j'avais pas de terre. J'avais pas de place. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Terre Promise. Je le dévoile. Puis, bien, à ce cours-là, il y avait une dame un peu plus âgée qui disait « Oh, viens, il y a une coopérative à l'île Bizarre, viens voir. » J'ai dit « Non, moi, les coopératives, jardin communautaire, c'est fini, là. C'est fini, je rentre pas là-dedans, mais je vais aller t'aider. » Fait que je suis allée l'aider et je suis jamais partie de là. Fait que j'ai loué un terrain, coup de tête, là. Je n'avais pas parlé à personne. Écoute, j'avais jamais tenu une fourche de ma vie autrement que... Puis je pense qu'avoir su tout ce que ça l'amenait, peut-être que j'aurais pas eu le courage de partir, mais j'ai tripé, j'ai adoré, j'étais vraiment sur mon X. Est-ce que ce terrain-là est encore là? Est-ce qu'il produit encore des semences? C'était un terrain loué, j'ai été là près de 10 ans, puis là, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la relève. En 2023, tu as publié Terre Promise, l'art de produire ses propres semences. Mm-hmm. Quand est-ce que tu as commencé à sentir le besoin de pas juste préserver des semences, mais aussi de transmettre le savoir? Bien, en fait, c'est en recevant des stagiaires. Il y a beaucoup de stagiaires qui venaient à Terre Promise puis qui me disaient « Mais on n'apprend pas ça à l'école. Mais voyons donc, personne ne nous a montré ça. » Puis là, j'ai commencé à être un peu envahie de stagiaires, ce qui était super le fun. Puis je leur demandais, moi, « Toi, à l'école, t'apprends quoi? Toi, tu fais ça comment à l'école? » Fait que c'était vraiment un échange. Fait que moi, j'apprenais des choses, puis je leur montrais des choses. C'est à ce moment-là que j'ai dit non, je vais donner des conférences, je vais essayer de monter des cours, je vais écrire un livre pour être capable de transmettre ça. Surtout que si j'arrête de faire ça ou si un jour, on est mortel, ben ça va disparaître. Il n'y a personne, il n'y a pas un cursus scolaire au Canada qui enseigne la culture des semences. C'est étrange. Pourtant, là, c'est un peu la base là, de la propagation des plantes. Là, pour beaucoup de plantes, c'est ça. Non, les professeurs en parlent s'ils veulent, puis ils parlent de certains détails, mais jamais de la cueillette, de la récolte, de la conservation. Est-ce que tu te considères d'abord comme une semencière ou comme une conteuse? Oh God!
C'est comme si tu me demandais, est-ce que tu te considères comme une mère ou comme une semencière ou comme une... Moi, je suis une raconteuse. Ouais. Moi, je suis une raconteuse d'histoire. Mais ce qui me fait triper, c'est que tout au long de mes années de semencière, les gens, ils venaient me porter, par exemple, des tomates ou des légumes. Puis ils disaient, « Ah, ça, c'est ma grand-mère. Ah, ça, elle faisait tremper les graines dans du lait. Ah, elle faisait comme ci, elle faisait comme ça. » Ouais. Puis je me suis rapidement rendu compte que les semences, les légumes étaient vraiment, vraiment intimement liés à notre histoire. Ouais. Tu sais, on mange ce qui pousse, on a une culture, on ne mange pas les mêmes choses ailleurs. Fait que c'est cette histoire-là des familles puis de qu'est-ce qu'ils ont fait qui m'a vraiment qui m'a intéressée. Ton nouveau livre, Cultiver la mémoire, est-ce que c'est une façon de... comme tu as fait avec les semences, tu as travaillé dans la préservation des semences, est-ce que c'est une façon de préserver le patrimoine oral? C'est tout à fait une façon de préserver le patrimoine oral. C'est une façon aussi un petit peu humoristique, parce qu'il est quand même un petit peu humoristique, de raconter l'histoire de comment j'en suis venue là, de qui j'ai rencontré, puis justement, de voir que cette biodiversité-là, si elle s'éteint, c'est pas juste des graines qui disparaissent, là. Mm-hmm. C'est toute l'histoire des gens aussi. Comment tu décrirais le livre? On trouve des anecdotes personnelles, hein? Donc des histoires de ton cru, mais aussi des histoires que d'autres personnes t'ont racontées. Il y a toutes sortes, il y a un côté historique aussi. Comment tu décrirais cet ouvrage-là? C'est une bonne question. J'ai demandé à mon éditrice Ouais. dans quelle catégorie ils vont le placer dans les Ouais. magasins, puis elle n'avait Ouais. pas de réponse Ouais. pour ça non plus. C'est un récit humoristique historique qui se lit quand même assez facilement. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que pour les jardiniers ou que pour les gens, tu sais, qui spécialisent dans les semences. C'est vraiment, tu peux le lire en connaissant pratiquement rien du tout au jardinage. Justement, à cause de tous ces niveaux-là de racontage d'histoire, je trouvais que tout ça était vraiment bien ficelé, du début jusqu'à la fin. Même si c'est plein d'histoires différentes, juste d'avoir les différents niveaux, j'ai trouvé que c'était un bon travail au niveau là, littéraire. C'est quoi ta relation avec l'écriture? Eh bien, merci beaucoup. Je vais accepter le compliment. Ça me touche. J'écris depuis que je suis toute petite. J'écris. J'écris ma vie, j'écris des petites histoires, j'écris... Fait que c'est vraiment l'écriture. Je lis, je dévore des livres, mais j'ai jamais eu la prétention de dire, moi, un jour, je vais écrire des livres. Fait que c'est vraiment encore là le hasard de la vie qui m'a amené à faire ça. Est-ce que tu prends plaisir à écrire? Je trippe. Ouais. J'adore ça. Puis c'est le fun parce que ça permet, l'été, on est plus actif, on est dans le champ, on fait plus de... C'est plus demandant. Puis l'hiver, bien que ce soit un travail 365 jours, là, être semencier, l'hiver, ça me permet, dans mes moments, de me reposer puis d'écrire devant mon ordinateur. La poule ou l'œuf, est-ce que tu as choisi les plantes abordées dans le livre pour leur histoire ou tu as choisi les semences puis les histoires sont venues après? J'ai choisi les variétés qui avaient les histoires les plus croquantes, les plus... tu sais, celles que je me souvenais qui m'ont marqué puis que je pourrais, mettons, dans une soirée, raconter à quelqu'un « Hey, tu sais pas quoi? Mm-hmm. Bon, il faudrait que ce soit une soirée de jardinier, là, mais c'est le genre d'affaires que je raconterais pareil. Puis j'ai choisi aussi surtout des variétés en danger. Ouais. En danger d'extinction, Ouais. que les gens connaissent peu. C'est ça. Parce que ça dit, hey, regarde, il y a ça, il existait ça, c'est comme ça qu'on faisait dans le temps. Puis j'ai mis des recettes aussi parce que des fois, tu dis, bon, je peux bien faire pousser ça, mais je fais quoi avec ça? Fait qu'il y a certaines recettes qui accompagnent les variétés. Est-ce que c'est des recettes patrimoniales aussi? Est-ce qu'il y a un côté préservation de culinaire dans tout ça? Oh mon Dieu, écoute, il faut que je te dise, j'ai pris des recettes de personnes âgées que je connaissais qui avaient fait ces légumes-là. Et il a fallu que je change toutes les litres, les pintes, les brassées, une brassée d'échalotes. L'éditrice, elle a dit, on ne dira pas une brassée d'échalotes, tu t'en mets combien? Ben là, le monsieur, il disait qu'il en mettait une brassée. Fait que ça allait tout ça. Hey, les recettes, ça allait être un travail pour les amener justement aux mesures actuelles. Mais sinon, oui, c'est des recettes là, il y a la relish de M. René Paquet, il y a vraiment des vieilles recettes. Où est-ce que tu as trouvé toutes ces histoires-là? Est-ce que c'est un peu comme
quand tu pars à la recherche de semences là, à préserver, où est-ce que tu as trouvé tout ça? Il y en a beaucoup qui sont venus à moi. Tu sais, c'est des gens qui venaient me voir puis qui disaient hey, moi, j'ai telle semence ou j'ai telle. Tu sais, puis en faisant de plus en plus de représentations puis de conférences, bien, les gens m'écrivaient. J'en ai retrouvé dans ma boîte à lettres. Ce qui était difficile, c'est que les traces orales existent, mais pas les traces écrites. Fait que souvent, quand je cherchais sur Internet pour valider l'information, bien, je tombais sur mon propre site. C'était la seule référence. Fait que j'ai pas pu vraiment, là, puis je le dis en des erreurs. Évidemment, là, j'aimerais ça que tu me racontes toutes ces histoires-là, mais bon, ils sont dans le livre. Sans trop révéler, est-ce qu'il y a une rencontre ou une histoire qui t'a particulièrement marqué, là? Je pense que celle du maïs canadien blanc, ça a été vraiment une révélation parce que j'avais pas compris que le maïs, autrefois, c'était pas le maïs d'aujourd'hui. Je savais qu'il y avait eu une évolution dans le maïs, là, mais on le mangeait même pas pareil. On le mettait en farine, on le nixtamalisait, ça veut dire qu'on le lessivait, mais c'est pas du tout la même chose. Les épluchettes de blé d'Inde qu'on a aujourd'hui, bien, il y en avait dans le temps, mais c'était pour les éplucher, pour les garder secs pour l'hiver. Cette histoire-là m'avait vraiment frappée, comme quoi, après ça, je veux dire, nos arrière-grand-mères faisaient plein de farine de maïs, là. C'était très, très répandu, le maïs, puis aujourd'hui, ça l'a complètement, excusez l'anglicisme, mais shifté d'une culture du même légume au même légume encore, mais d'une façon totalement différente. Fait que puis je veux dire, c'est presque disparu. Puis ce maïs-là, je l'avais dans mon tiroir. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Je ne savais même pas que c'était rare. C'est un jour que j'ai lu des choses, j'ai fait « Oh my God, c'est dans le fond de mon tiroir. J'ai ça dans le fond de mon tiroir. » Je veux dire, j'étais la dernière à l'avoir. Il y a une chance qu'il a germé. Je m'en serais voulu toute ma vie. J'ai remarqué que dans le livre, on croise des gens, tu sais, de toutes sortes d'origines, québécois, canadiens, les Français, les Anglais, les Américains, les Premières Nations, figures, là, sont très importantes aussi dans le livre. Puis même, bon, il y a un monsieur qui vient de la Roumanie. Est-ce que c'était intentionnel, cette mosaïque-là, ou est-ce que finalement, c'est dans la nature des semences d'être multiculturel? En fait, cette idée-là de raconter, c'est un peu un hasard qu'il y ait autant de diversité, mais ça représente bien la diversité des semences. Puis aussi, c'est une question que je me fais souvent poser. C'est quoi des semences patrimoniales? C'est quoi notre patrimoine? Est-ce que c'est juste le patrimoine des Premières Nations parce qu'ils étaient là avant? Est-ce que c'est juste les Canadiens français? Mais le patrimoine, c'est l'ensemble de tous ces petits éléments-là qui sont venus faire ce qu'on mange aujourd'hui, ce qu'on cultive aujourd'hui. Tu sais, si tu prends une tomate italienne de quelqu'un qui a immigré il y a 50 ans, bien, on ne peut pas dire, bien, non, c'est pas notre patrimoine, mais le patrimoine à qui? Il y a pas de, je veux dire, j'ai pas la réponse, mais c'est l'ensemble de tout ça. Ouais. Fait que je trouvais que représenter ça... mais je parle beaucoup des premiers colons français puis anglais, parce que, bon, c'est un peu... il y a eu beaucoup d'altercations, là, puis de chocs culturels dans cette période-là, autant avec les Premières Nations que les premiers colons. J'avais trouvé ça intéressant. L'histoire du haricot avec les dindes, ça venait potentiellement, tu sais, d'un esclave aux États-Unis. Le parcours de tout ça pour se ramasser ici au Québec, je trouvais ça incroyable. Ah oui, par les Acadiens, par les pommes de terre, ces légumes-là ont voyagé. Fait qu'on peut pas dire, en bas de 50 ans, c'est pas patrimonial. En haut de 50 ans, regarde, le patrimoine, c'est ce qui te constitue, c'est ce qui t'identifie, puis c'est ce qui fait ta culture. N'importe qui se ramasse avec des semences du patrimoine, ils font partie de ce patrimoine-là. C'est ça, ils font partie, puis tant qu'on peut les reproduire, puis surtout les partager. Pourquoi c'est important là, d'avoir des recettes dans ce livre-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. En fait, c'est parce que les légumes d'autrefois ne se mangent pas nécessairement avec nos méthodes d'aujourd'hui. Fait qu'apporter, tu sais, de la Pios americana, il faut que tu le saches, là, comment cuire ça. Puis souvent, les gens, ils me disent, ben là, c'est une patate, on pèle ça, on pèle pas ça. C'était des indications quand même importantes. Puis, tu sais, juste par exemple, les haricots. Les haricots, autrefois, ils étaient grimpants verts. Le jaune est arrivé beaucoup plus tard. Ça se mangeait sec. Pourquoi? Bien parce qu'il fallait les garder
tout l'hiver. Ça se mangeait pas frais, les haricots, là, ce qu'on appelle les petites fèves. Ouais. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui sait pas ça, puis qui fait pousser des haricots des Premières Nations, bien, il va peut-être les trouver raides. Mais ils sont succulents, sont excellents en bin maison, ce qu'on appelle nos bines, là, les fèves au lard. C'est ça. Les gens me demandent souvent quels produits j'utilise dans mon jardin. Quel compost, quel engrais, quelles semences pour la pelouse, pour les prés fleuris. C'est pas compliqué. Chez nous, j'utilise les produits Gloco, une entreprise familiale québécoise avec plus de 100 ans d'histoire. Dans mon jardin, que ce soit dans mes plates-bandes ou dans mon potager, le plus important, c'est de nourrir le sol de façon naturelle. C'est pour ça que j'utilise le compost marin et forestier bionique, certifié biologique Québec Vrai. C'est un compost sans remplissage, donc 100% compost, qui ajoute non seulement de la matière organique, mais aussi des organismes vivants qui contribuent directement à la fertilité du sol. Quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, j'utilise les engrais biologiques bioniques, avec des formulations pour les fruits et légumes, les fleurs annuelles, les fines herbes, les semis, les arbres et arbustes. Ils ont même un engrais liquide composé à 100% d'algues marines. La gamme bionique, comme le compost et les engrais, c'est aussi un bel exemple d'économie circulaire. Ils sont composés de résidus marins et forestiers qui retournent à la terre plutôt que d'être jetés. Gloco offre aussi des semences pour la pelouse et les prés fleuris. La gamme Herbionique est adaptée au climat du Québec, avec des options pour des pelouses qui demandent peu d'entretien ou d'arrosage, et pour des espaces fleuris qui soutiennent la biodiversité en attirant les pollinisateurs, les papillons et les oiseaux. Les produits Herbioniques et bioniques sont disponibles dans plus de 250 jardineries au Québec. Pour en savoir plus, visitez gloco.ca. Parce qu'un jardin plein de vie, c'est un jardin en santé. Chez nous, c'est Gloco. Pour les gens qui connaissent moins ça, les semences du patrimoine, peux-tu nous expliquer pourquoi c'est si important, la préservation des semences? Premièrement, il y a plusieurs raisons. C'est un bassin génétique diversifié. Aujourd'hui, avec les monocultures, avec tous les légumes qui sont pareils, qu'il faut qu'ils soient de la même taille, du même acabit, bien, les semences du patrimoine ont des gènes diversifiés qui permettent de s'adapter aux changements climatiques, aux changements qu'on vit présentement. Fait qu'en pouvant aller piger dans ces gènes-là, puis là, je ne parle pas d'OGM, là. Oh oui. Je parle de cultiver, de reproduire, puis d'essayer de sélectionner naturellement des plantes qui vont être résistantes pour le futur. Bien ça, c'est une richesse. Si on les perd, ces gènes-là ont pris des centaines puis des milliers d'années à être sélectionnés année après année pour leurs caractéristiques. Si on les perd, on les a plus du tout. On ne peut plus, ça ne réapparaîtra pas magiquement. Fait que on va faire quoi? C'est pas mal ça la réponse. Ouais. On va faire quoi? Puis deuxièmement, bien, laisser les grandes entreprises gérer notre bassin génétique, c'est pas très sécuritaire. Je veux dire, la souveraineté d'un pays, là, ça passe par les semences. On l'a vu à la COVID, les gens s'en sont pas rendus compte, mais il y a eu un gros problème au niveau des semences, c'est que les frontières étant fermées, nous, on s'approvisionne beaucoup en semences du côté des États-Unis puis des pays extérieurs. On n'a pas une grande offre au Canada de semences. Fait que là, une chance que c'est arrivé au mois de février-mars, que les frontières ont fermé, puis les agriculteurs, d'habitude, ils font leur achat au mois de novembre-décembre. Fait qu'on s'entend, les agriculteurs avaient déjà un stock de semences, mais les retardataires qui n'avaient pas encore leurs semences se sont mis à nous appeler et à dire « Mais avez-vous des betteraves? Avez-vous ci ou ça? On n'en a pas, nos champs vont être vides cet été. » Fait que les semenciers ont dû fermer leur site Internet un après l'autre parce qu'on avait trop de commandes. Ouais. On était contents, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sites qui ont même fermé pour pouvoir laisser les semences aux agriculteurs puis pas aux particuliers. Fait que là, ta souveraineté alimentaire, elle n'existe plus, là. Tout ça à cause d'un virus qui a fait qu'on a passé proche d'une catastrophe alimentaire. Dans des moments difficiles, dans des crises, c'est là qu'on voit là, qu'il y a un problème, là. Oui, c'est là qu'on voit les fragilités du système. Oui, c'est ça. Puis ça n'était toute une.
Fait qu'essayer de conserver, puis là, les gens vont dire, oui, mais moi, je suis pas une semencière, je fais juste mon petit jardin. Oui, mais ton petit jardin, en reproduisant tes propres semences, tu développes, toi, quelque chose qui est adapté à ton jardin. Puis peut-être que tu vas pouvoir le partager plus tard avec d'autres mondes. J'imagine que des semences du patrimoine, ça vient de gens qui ont fait justement ça. Quelqu'un, il y a 50 ans, il y a 100 ans, qui avait sa lignée, qui l'a transmis à une autre génération de sa famille. Et puis, c'est cette semence-là là, avec laquelle on se retrouve aujourd'hui. Bien, c'est exactement ce qui se ça. faisait, mais il n'y Ouais. avait pas le même climat d'un bar, par exemple, du Saint-Laurent que de l'autre bar. Puis là, s'il arrivait des choses ici... Puis je peux même te dire que dans les mariages, bien, tu recevais comme cadeau de mariage une tasse de maïs. Wow. Tu avais, tu sais, ton petit paquet de maïs parce que tu t'en allais, puis c'était les semences de la maisonnée. Aujourd'hui, on ferait ça... ça serait peut-être moins apprécié, là. Mais ça faisait que tu partais avec les semences familiales, puis là, bien, tu t'en développais d'autres. De produire ses propres semences, là, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? C'est-tu vraiment compliqué? C'est difficile de répondre à cette question-là parce que tout ce qui n'est pas enseigné, tout ce qui est difficilement trouvable sur le web, ben oui, c'est... Tu sais, quand tu n'as pas personne autour pour te le montrer, puis c'est comme faire ton pain. Si tu n'as pas de recette, tu commences tout seul. Oui, c'est difficile. Il y a des semences plus faciles à faire. Tu sais, des tomates, des laitues, des haricots, ça, c'est dans la facilité, c'est l'accessibilité de tout le monde. Tandis que des légumes, par exemple, comme des bisannuels, qu'il faut prendre, par exemple, des oignons ou des betteraves, qu'il faut prendre, garder tout l'hiver et replanter l'année suivante, ça, c'est un petit peu plus dur. Si, par exemple, moi, dans un futur, ce que j'aimerais que les gens fassent, c'est que si toi, tu es habitué à faire des haricots, puis tu ne sais que faire des semences de haricots, fais des semences de haricots, mais échange-les, par exemple, avec l'autre agriculteur qui fait des semences de tomates. Ça n'en donne tellement, de toute façon. C'est un peu ça, les échanges de semences, qui est la base des fêtes des semences. Là. Avant qu'il y ait des fêtes de semences, c'était des échanges de semences. J'ai pas d'informations historiques là-dessus, mais j'imagine que depuis le début de l'agriculture, là, les gens s'échangeaient des semences, les préservaient de génération en génération. Ah, tu voyageais, tu allais voir, t'allais voir, tu sais, dans un autre village, ta famille, bien, tu leur ramenais une poignée de semences, là. Puis, si je peux me permettre une anecdote, en revenant sur le maïs canadien blanc, moi, j'avais cette variété-là, puis je pensais que j'étais toute seule à l'avoir. Puis j'ai rencontré sur les internets quelqu'un d'autre qui n'en avait. Mais là, on ne savait pas si on avait la même lignée, si c'était la même chose. Tu sais, les noms, ils se perdent. Fait que le monsieur est venu chez moi un soir, puis il dit, regarde, on va les comparer. Fait qu'il arrive avec sa chaudière, je prends ma chaudière, puis on compare les grains. Et là, il prend une poignée dans ma chaudière, il la met dans la sienne, il prend une poignée dans la sienne, puis il la met, tu sais, il échange. Hey, moi, là, pour une semencière, là, tu viens de mêler ma lignée, là, tu viens de me faire une crise de cœur, là, en plein milieu de mon salon. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Et là, eux, dans le temps, c'est ça qu'ils faisaient. Mais il dit, c'est pour brasser la génétique, pour pas avoir de goulot d'étranglement. Fait que lui, il venait de brasser ma génétique. Heureusement, c'était exactement le même. Ouais. Selon nos sources, c'était le maïs canadien blanc, mais tu vois, j'ai appris de ça. Puis j'ai dit, c'est important d'avoir un mélange génétique. Tu termines le livre en mentionnant qu'en 2018, tu as contracté la maladie de Lyme en travaillant à la ferme. Comment est-ce que ça a changé ta vie? Bien, la maladie de Lyme, ça l'a vraiment changé, ça l'a changé toute ma vie. Ouais. On l'a soigné quand j'ai été piquée, mais j'ai développé la forme chronique persistante, puis on ne le savait pas. Il n'y a personne qui le savait, je ne comprenais pas. Fait que je suis tombée malade en ayant toutes sortes de symptômes bizarres qu'on mettait sur le dos d'une dépression, jusqu'à m'enfoncer vraiment à ne plus être capable de prendre soin de moi-même. Là, à 40 ans, je suis retournée chez mes parents, vivre chez mes parents. C'est ma mère qui me faisait à manger puis qui me tenait dans ma douche pour me laver. Là. J'étais complètement à terre. Fait que c'est sûr que ça a eu une influence sur mon travail, sur mes enfants, sur ma vie sociale. Je le souhaite pas à personne, mais ce qui a eu encore une plus grosse influence, je pense, c'est le déni. C'est le déni du corps médical, c'est dans ta tête. J'ai été internée en psychiatrie parce que c'était dans ma tête. J'ai été internée 7 fois. Puis j'ose le dire parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vivent la même chose puis qui ne sont pas reconnus comme ça. Le jour où j'ai pris des antibiotiques, la psychiatrie, ça a été fini.
Vraiment, je me suis relevée de mes cendres. Mhm. J'ai repris une vie presque normale. J'ai continué mon travail. J'ai écrit des livres. Je suis vraiment... je suis pas guérie. On guérit jamais de ça. Ça dort en dedans de moi. Ça peut se réveiller. Sachant ce que j'ai, ben, je peux intervenir rapidement. Tandis que quand on le sait pas, c'est la douleur de voir tes proches te dire « Mais voyons donc, tu sais. Ouais. Bouge-toi un peu, faites quoi, ça n'a pas d'allure, c'est dans votre tête, Madame Bellemare. » Je pense que ça a eu autant d'incidences négatives de ma vie que la maladie elle-même. Par contre, maintenant que je sais ça, ben je peux aider d'autres gens, sensibiliser les gens, puis je vais donner des conférences là-dessus pour être capable vraiment d'informer les gens. On le voit de plus en plus. On le voyait beaucoup dans le sud du Québec. Puis là, bon, moi, j'ai commencé à voir, je viens de la ville de Québec. Puis là, on a commencé à en voir dans la région un petit peu de tiques. Puis là, on dirait que ça va de plus en plus vers le nord, donc c'est un problème qui va en grandissant. Bien, c'est un problème qui va en grandissant, puis je dirais aussi, tu sais, avant ça, je te disais, moi, je courais dans les champs de blé d'Inde quand j'étais jeune. Puis là, les gens ils me disent, oui, mais c'est la nature, là, on ne peut pas empêcher nos enfants de... Bien, il faut prendre des précautions parce qu'on ne peut pas nier, c'est là. C'est beaucoup plus répandu. Moi, je l'attrapais à l'île Bizarre. J'avais jamais vu une tique de ma vie. Je ne savais même pas qu'on avait des tiques à l'île Bizarre. J'étais complètement ignorante de tout ça, ce qui n'a pas aidé par la suite. Mais là, les gens commencent à en entendre plus parler. Puis il faut jardiner, il faut continuer à jardiner, mais il faut savoir le faire intelligemment. Je fais la promotion, tu sais, d'un jardinage plus minimaliste, de moins tondre la pelouse, de laisser les feuilles au sol autant que c'est possible. Est-ce qu'on peut continuer à adopter un jardinage qui est plus naturel ou est-ce qu'on devrait retourner un peu à ce qu'on faisait avant, là? Donc des jardins léchés avec la pelouse tondue à toutes les semaines? Bien, je comprends exactement ce que tu dis, puis c'est un dilemme aussi. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir un endroit bien tondu où les jeunes ou les enfants en bas âge jouent, par exemple, puis avoir des... J'ai vu ça dans une pelouse. Une fois, il y avait une dame qui avait laissé des ronds plus naturels, puis tout ça, puis du coupé à côté. D'un autre côté, là, l'affaire, c'est que c'est pas ni de tondre, ni de laisser. Il n'y a pas de solution. Le problème, il a été créé par nous avant. S'il y avait eu plus de prédateurs, si on n'avait pas touché tant que ça aux habitats, bien, il y aurait eu moins de chevreuils, il y aurait eu moins de ci, de ça. Ça ne l'aurait pas amplifié tant que ça. Là, on est avec un débat, puis moi aussi, là, je suis pour le jardinage, avec des feuilles, avec des copeaux, laisser plus naturel. De toute façon, je trouve ça plus beau. C'est un goût personnel, je trouve ça plus beau. Ouais. Mais tu te dis, bien, c'est comme gérer un problème après coup avec des petites solutions qui ne sont pas efficaces. Parce que les tiques, oui, c'est dans les herbes hautes, mais ton chat, même si tu tonds ton gazon, va aller se promener dans le boisé à côté, va revenir, va rentrer dans la maison. C'est ça. Ils ne sont pas juste dans les herbes hautes. Ils peuvent être sur d'autres sortes de plantes. N'importe quelle sorte de plante. Selon les recherches que j'ai trouvées, il n'y en a pas nécessairement plus dans la pelouse si on la tond à 6 pouces que si on la tond à 3 pouces. Puis en plus, il paraît qu'on n'est pas le lunch le meilleur pour les tiques. C'est pas nous, là. Ils ne cherchent pas à avoir nous. Ils aiment mieux les petits animaux, les chevreuils. Mais, tu sais, à cheval donné, tu ne regardes pas à bride, là. Fait que si un humain passe, il va passer. C'est pas nécessairement en tondant ton gazon puis en essayant de se fermer de la nature au complet qu'on va régler le problème. C'est quoi les choses les plus importantes? Qu'est-ce qu'on devrait faire comme jardinier, comme amant de la nature, du plein air? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Premièrement, respecter quand on va dans les bois, les promenades, respecter les sentiers. Pas faire du hors-sentier. Sinon, ou par exemple, quand on jardine, c'est assez laid, là, mais faut que ça devienne une mode, mettre ses bas par-dessus son pantalon. OK? Avoir des souliers couverts, mettre ses bas et rentrer son chandail dans ses pantalons. Parce que là, la tique, par exemple, elle te sent arriver, elle tend ses bras, ses pattes, je m'excuse, elle s'accroche sur ton pantalon et ça va y prendre du temps. Mais elle a toute sa vie pour monter jusqu'à un bout de peau. Fait que le plus longtemps possible, tu la gardes à l'extérieur de ta peau, le mieux c'est. Quand tu as fini de jardiner, tu enlèves tes vêtements puis tu les mets pas sur ton sofa ou à terre dans la pile parce que la tique, elle va se promener. Elle peut vivre jusqu'à 1 an sans repas de sang. OK. Ouais. Fait que c'est pas tuable, cette petite affaire-là. Là. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que
je mets, mettons que je veux pas laver mon linge tout de suite dans la laveuse, Ben oui. je le mets dans le bain. OK. Je fais juste le mettre dans le bain, fait que la tique, Mhm. elle peut pas grimper sur les Ouais. bords. Fait que tu laisses ton linge là, puis là, ben après ça, quand tu fais ta brassée le lendemain, tu le mets dans la laveuse, puis tu le laves. Puis un lavage, ça l'enlève. Autre chose aussi, ben le soir, tu passes tes mains sur ton corps, juste à frotter, Mhm. à savoir si un grain de beauté, tu as un grain de beauté qui est un peu plus bosselé. Là. Ouais. Un grain de beauté avec des pattes, c'est pas un grain de beauté, OK? Fait qu'à ce moment-là, puis là, aussi rapidement que tu détectes une tique, il faut que tu l'enlèves rapidement. Puis finalement, ben cette tique-là, si tu en as une, tu la mets dans un petit contenant, une bouteille de pilule, tu l'étiquettes, hein? Tu marques pas son petit nom, mais tu marques la date que tu l'as trouvé, quelle partie de ton corps, puis tu vas tout de suite à la pharmacie. On peut donner un antibiotique. Les pharmaciens donnent un antibiotique de 1 à 2 jours de prévention si tu as une tique. Est-ce que, bon, la recherche démontre que c'est efficace ou pas? Là, ça, c'est un autre débat. Mhm. Mais tu vas chercher tout de suite ton antibiotique. Tu n'as pas besoin d'aller chez le médecin pour l'avoir. Si tu as des symptômes, de la fièvre, comme une grosse grippe après, là, il faut vraiment aller chez le médecin. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es au courant de développement du côté de la médecine? Peut-être que ce serait de ce côté-là qu'on pourrait justement là, combattre la maladie de Lyme, peut-être avec un vaccin ou quelque chose du genre. Il y a eu des avancées au niveau des vaccins. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des vaccins pour les chiens, mais qu'il n'y en a pas encore pour les humains. Mais il y a beaucoup de souches aussi. C'est une maladie très complexe. C'est une maladie complexe et malheureusement, le corps médical, des fois, est un peu frileux là-dessus. Mhm. Puis je jugerai pas. Il y a comme beaucoup de débats là, dans la société. Puis je me ferai pas juge de qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mhm. Je suis pas médecin. Ouais. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'est une antibiothérapie, même si c'est quelque chose de risqué qu'il faut aller chercher aux États-Unis. Mais c'est certain qu'il y aurait des avantages à pouvoir développer non seulement un vaccin, mais ce qui est l'enjeu, là, c'est la détection. C'est détecter la maladie de Lyme. Les tests ne sont pas fiables. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Les tests, là, c'est 30-40 de fiabilité. Fait que si tu es malade, puis en plus, la bactérie, elle se cache dans ton corps. Tes anticorps, ils la voient pas. Fait que si tu es souvent négatif au début. Moi, j'ai été négatif au début. Là. Mon test était négatif. Fait qu'on me disait, une chance, j'avais eu une grosse cible, là, puis la piqûre, là, on a dit, non, même si c'est négatif, tu as vraiment Lyme, on va te soigner au début. Mais après ça, c'est autre chose. Malgré tout ça, hein, tu continues. Oui. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent, dans le court terme, moyen terme, d'autres projets d'écriture peut-être? J'ai des projets d'écriture. Je suis en train d'écrire un livre justement sur la maladie de Lyme pour essayer de sensibiliser les gens. J'aimerais ça aussi, je m'intéresse beaucoup au lin. Le lin qu'on faisait pousser au Québec puis qui a presque disparu. J'aimerais ça pouvoir encourager la culture de plantes tinctorales, de lin, de plantes avec lesquelles on tissait. Ça, ce serait un de mes projets. On peut avoir plus d'informations sur ce que tu fais peut-être là, sur les internets. Où est-ce qu'on te retrouve? Ou tes livres? On retrouve mes livres dans presque toutes les librairies. Mon livre va sortir le 3 mars dans presque toutes les librairies au Québec. On peut sinon aller sur le site de Québec Amérique, qui est mon éditeur principal. Naturellement, j'ai une page Facebook, puis j'ai un site web, lynnebellemare.com. Lynn, merci beaucoup d'avoir été là. Puis j'espère là, qu'on va se recroiser là, à un moment donné. Hey, merci beaucoup pour l'invitation et pour le café.